Salut tout le monde, on va continuer la correction de l'exercice 3, série 2 d'électromagnétisme SMP 4. On avait déjà trouvé dans la première question l'expression du champ magnétique B dans les 4 régions, 1, 2, 3 et 4. Et on veut les retrouver par les équations de Maxwell. Et pour ce faire, on va utiliser l'équation de Maxwell-Faraday. Rotationnelle de B égale μ0 G. Donc, je commence par la première région, où Z est supérieur à A sur 2. Alors, dans ce cas-là, le courant G, la densité volumique de courant G est nulle, puisque la densité de courant volumique n'existe que dans la plaque. Donc, rotationnel de B, c'est le vecteur nul. Donc, rotationnel de B, c'est nabla vectoriel B égale le vecteur nul. Alors, nabla, c'est la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y et la dérivée par rapport à z. Vectoriel composant de B. B, c'est BY, Z, UY. Le champ magnétique B est porté par l'axe Y. Il ne dépend que de la variable Z, d'après la première question. Donc, BX est 0, BY, Z, et la composante BZ est nulle. Égale le vecteur nul. Donc, comment je calcule ce produit vectoriel? Donc, je barre la première ligne. Et je fais le produit de cette diagonale moins le produit de cette diagonale. Donc, ici, je barre cette ligne, la dérivée par rapport à y de 0, moins la dérivée par rapport à z de byz. Fois I. Et je barre la deuxième ligne. La dérivée par rapport à x de 0, moins la dérivée par rapport à x de 0, moins la dérivée de z par rapport à 0. La dérivée de z de 0 par rapport à z fois g. Plus, je barre la troisième ligne. La dérivée de by par rapport à x, moins la dérivée de 0 par rapport à y, égale le vecteur nul. Ici, c'est 0. Il reste moins la dérivée de by de z par rapport à z, puisque b dépend de la variable z fois i. Ça fait 0. Byz ne dépend pas de la variable x, il ne dépend que de la variable z. Donc, sa dérivée partielle par rapport à x, ça va faire une valeur nulle. Moins la dérivée de 0 par rapport à y, c'est 0. Donc, la dérivée de by par rapport à z, c'est 0. Donc, by de z est une constante que je la note C1. Je passe au deuxième cas, où z est compris entre 0 et 1 sur 2, c'est-à-dire la région 2. Pour z, compris entre 0 et 1 sur 2. Alors, dans ce cas-là, rotationnel de B, c'est μ0 G. Rotationnel de B, on l'a déjà calculé, c'est moins la dérivée de by z par rapport à z fois i égale μ0 J, d'après l'énoncé de l'exercice, c'est J fois plutôt ici UX. On utilise les vecteurs unitaires UX, UY et UZ. Donc ici c'est UX,
si vous voulez bien, UX, EY et UZ. Donc, c'est moins la dérivée de B, Z par rapport à Z, UX égale mu0J, UX. Alors, la dérivée de B, Y par rapport à Z, c'est moins mu0, J. Il reste à intégrer cette équation. J est une constante. Donc, l'intégrale de cette équation, c'est BYZ. L'intégrale d'une constante, c'est moins mu0J, Z, plus une constante d'intégration que je la note, c'est C2. Voilà, pour la région Z, compris entre zéro et A2. Je passe au troisième cas. Lorsque Z est compris entre 0 et moins 1 sur 2. Ici, la troisième région. Z est compris entre moins 1 sur 2 et 0. Dans cette région, on a bien une densité de courant volumique. Donc, rotationnel de B, c'est mu0, J. Rotationnel de B, c'est moins la dérivée de B, YZ, par rapport à Z, UX, égale mu0, G, UX. On tombe sur la même équation. Donc, BYZ, c'est moins mu0, G, Z, plus une constante d'intégration, C3. Voilà l'expression du champ magnétique B dans la troisième région. Pour le quatrième cas, où Z est inférieur à moins 1 sur 2. Donc dans cette région, il n'y a pas de courant volumique dans cette région. Alors, rotationnel de B, c'est 0. G est nul dans cette région. Rotationnel de B, c'est moins la dérivée de B, YZ, par rapport à Z, c'est 0. J'intègre cette équation, je trouve que BYZ est une constante C4. Donc, il reste à calculer les constantes. Voilà le premier cas, deuxième cas, troisième cas et le quatrième cas. Donc, on détermine les constantes C1, C2, C3 et C4. On avait déjà montré que le champ magnétique B, lorsque Z égale 0 est nul. Le champ magnétique à travers l'axe OY, ou plutôt à travers le plan formé par OX et OY. Le champ magnétique est nul. Donc, je prends le troisième cas. Voilà. Je remplace Z par 0. Je fais tendre Z vers 0. Donc, BY de 0, c'est moins mu0 G fois 0, plus C, plus C2. Ça fait 0. Le deuxième cas, je fais tendre Z vers 0. Ici, le champ magnétique B dans ce plan est nul. Alors C2, c'est 0. Idem pour la région 3. Voilà l'expression du champ magnétique B. C'est BYZ égale moins mu0 GZ plus C d'abord. Voilà. Alors, je fais tendre Z vers 0. Donc, B de Y de Z égale 0. C'est moins mu0 GZ plus C3 égale 0. Alors, C3, c'est 0. Donc, il reste à calculer C4
et C1. Donc C3, C2, c'est 0. Et C3, c'est 0. Alors, comment calculer C1? BYZ dans cette région, c'est C1. Le champ magnétique B est constant dans le premier cas, lorsque Z est bien supérieur à A sur 2. Alors, comment calculer Z? Comment calculer C1? Donc, on va utiliser la relation de passage entre le milieu 1 et le milieu 2, ici, dans cette interface. On va utiliser la relation de passage. B, le champ magnétique B, de milieu par exemple 2, moins le champ magnétique B de milieu 1 égale mu0 GS vectoriel, un vecteur normal qui part de 1 vers 2. GS, c'est la densité surfacique, c'est-à-dire la densité de courant qui se trouve sur l'interface qui sépare le milieu 1 et le milieu 2. Mais ici, le champ magnétique B2, c'est lorsque Z égale A sur 2 moins dans cette région. Voilà. Donc je peux remplacer B2 par, c'est lorsque Z égale A2 moins. Moins le champ magnétique B dans la première région, c'est-à-dire Z, c'est A sur 2 plus. Z, c'est A sur 2 plus. GS, la densité surfacique, est nulle d'après l'énoncé de l'exercice. Donc, ça va faire un vecteur nul. Donc, le champ magnétique B est continu à travers l'interface qui sépare 1 et 2, le milieu 1 et 2. Donc, B de Z égale 1 moins 2 sur 2 égale le champ magnétique B lorsque Z égale A plus sur 2. Donc ici, c'est la deuxième région. L'expression du champ magnétique B dans cette région est bien égale moins mu0 J. Je remplace Z par A sur 2 plus C2. C2, on a déjà calculé, c'est 0. Égale le champ magnétique B lorsque Z égale A plus sur 2, c'est-à-dire dans un point qui est très proche de cette surface. Donc ici, le champ magnétique dans cette région, c'est C1. Z égale A plus sur 2, c'est-à-dire ici. Et le champ magnétique dans ce point, c'est C1. Alors, C1, c'est moins mu0, J, A sur 2. Donc, il reste finalement le calcul de C2. Le calcul de cette constante C2. On va utiliser la relation de passage dans cette interface. Voilà. Donc ici, c'est moins A sur 2, moins, et ici, c'est moins A sur 2, plus. Donc, le champ magnétique B3, au point M de côte Z égale moins A sur 2 moins, égale le champ magnétique B lorsque Z égale moins A plus sur 2. On procède donc de la même façon. Le champ magnétique B, le milieu 3, c'est-à-dire je dois remplacer Z par moins 1 moins sur 2, moins le champ magnétique B, B3,
le champ magnétique 4. Dans la région 4, lorsque Z égale moins 1 plus sur 2 égale le vecteur nul, puisque GS est toujours nul sur l'interface qui sépare le milieu 3 et le milieu 4. Donc ici BZ, lorsque Z égale moins 1 moins sur 2, c'est la région 3. Voilà. L'expression du champ magnétique B dans le troisième cas, le voilà, la troisième région. Donc j'entre la Z par moins A sur 2. Donc, moins mu0, G, Z c'est moins A sur 2, égale le champ magnétique B4. C'est C4. Alors, C4, c'est mu0, GA sur 2. Voilà les constantes C1, C2, C3. Alors, pour Z supérieur à A sur 2, on a trouvé que PY de Z, c'est C1. C1, c'est moins mu0, G, A sur 2. Donc, le vecteur champ magnétique BZY, c'est moins mu0, GA sur 2, UY. Pour la région où Z est compris entre 0 et A sur 2, on a trouvé que BY de Z, c'est moins mu0 GZ plus C plus C2. C2 c'est 0, donc ça va faire moins mu0 GZ. Et pour le vecteur champ magnétique, c'est moins mu0 G, Z, U, Y. Pour la région où Z est compris entre moins A sur 2 et 0, on a trouvé que PY de Z, c'est moins mu0, G, Z plus C3. C3 c'est 0. Donc, ça va faire moins mu0, G, Z. Et le vecteur champ magnétique BYZ, c'est moins mu0, GZ, fois le vecteur unitaire UY. Et finalement, pour la quatrième région, où Z est évalué entre, où Z est inférieur à moins A sur 2, on a trouvé que BYZ, c'est mu0, c'est la constante C4. C4, c'est mu0 G, A sur 2. Et pour le vecteur champ magnétique, je dois ajouter le vecteur unitaire UY. Et on retrouve les mêmes expressions que par le calcul, par l'utilisation de théorème de Dampierre. Je passe à la partie B de cet exercice. La densité de courant G est supprimée. Première question. Une source du champ magnétique uniforme et constant est placée au-dessus de P. Voilà le plan P. Un champ magnétique B est placé dans cette région, qui est constant et uniforme. La présence de la plaque modifie-t-elle le champ magnétique? D'abord, on doit se poser une question. Qu'est-ce qui va modifier le champ magnétique B dans cette région? Si par exemple le champ magnétique B est capable d'induire l'apparition d'un champ électrique E dans la plaque, ce champ électrique E, d'après la loi d'Ohm locale, le champ électrique E va induire de sa part une densité volumique de courant. Et cette densité de courant volumique G va induire un champ magnétique B. Alors, le champ magnétique B sera modifié. Donc, pour répondre à cette question, on va utiliser l'équation de Maxwell-Faraday. L'interprétation physique de cette équation, c'est que une variation temporelle du champ magnétique B va induire un champ électrique E. D'accord?
Donc ici, le champ magnétique B, constant, donc n'est pas variable. Alors, il ne va pas induire l'apparition d'un champ électrique E. B est constant. Il ne va pas induire l'apparition d'un champ électrique E. Et le champ électrique E, d'après la loi d'onde locale, ne va pas engendrer une densité de courant G. Ce qui implique que G ne va pas induire le champ magnétique B. Alors, on peut dire que le champ magnétique B n'est pas modifié par la présence de la plaque. Donc, le champ magnétique ne sera pas modifié par la présence de la plaque. Je passe à la deuxième question. La plaque est maintenue plongée dans un champ magnétique alternatif B égale B0 cos oméga t UX. Question A. Montrer l'existence d'un champ magnétique B variable dans le temps implique l'apparition d'un champ électrique E et dans la plaque d'un courant induit de densité G. Donc, toujours le même raisonnement. Rotationnel de E, c'est moins la dérivée de B par rapport au temps. Donc ici, le champ magnétique B dépend de la variable T. Donc, sa dérivée par rapport au temps n'est pas nulle. Donc, un champ magnétique B variable dans le temps va induire un champ électrique E. Un champ magnétique B variable va induire l'apparition d'un champ électrique E. Par conséquent, le champ électrique E va créer une densité de courant G. D'accord? Par des arguments de symétrie, montrer que le champ E est parallèle à Y, avec Z égale moins E moins Z. Cela veut dire que le champ électrique E est une fonction impaire. Donc on va chercher d'abord la dépendance de ce champ vis-à-vis les coordonnées x, y en utilisant la symétrie du système. Donc ici le système est invariant par translation suivant l'axe OX et invariant par translation suivant l'axe OY, puisque la plaque est de dimension infinie suivant l'axe OX et suivant l'axe OY. Alors, on peut en déduire que le champ électrique E ne dépend pas de la variable X et Y. Le système est invariant par translation suivant les axes OX et OY. Alors, le champ E ne dépend pas de X et Y. Il ne dépend que de la variable Z. Et on doit chercher la direction du champ électrique E. Donc, je prends un point M. Le champ magnétique B est porté par l'axe, par le vecteur unitaire X. Le champ magnétique, le voilà. Porté par OX, puisque B, c'est B0 cos
comme égalité UX. Voilà le vecteur unitaire Y et UZ. Donc, je dois faire d'abord un petit rappel. Le champ magnétique B est toujours perpendiculaire au plan de symétrie. Et le champ E, toujours perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Donc, le champ B est toujours perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Voilà. C'est un plan de symétrie. Le plan B est perpendiculaire au plan de symétrie. B est perpendiculaire à ce plan. P, c'est le plan qui passe par le point M et qui est formé par UY. UZ est un plan de symétrie pour le champ B. Pour le champ magnétique B. Ici, on a le plan Pn. Pn, c'est le plan qui passe par le point M et qui est formé par UX, UY. Est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrique? Est-ce qu'il y a un plan d'antisymétrie? Le plan P1 formé par UX, UY. Voilà. UX, UY. Alors ce plan n'est pas un plan d'antisymétrie pour le champ E. Car il n'est pas le plan, je parle de plan horizontal, il n'est pas un plan de symétrie de cette distribution. D'accord? Le plan Pi2, c'est-à-dire le plan perpendiculaire à ce plan en rouge. Le voilà. P2. P2, le plan qui passe par le point M et qui est formé par le vecteur UX, UZ, peut être considéré comme un plan d'antisymétrie. Pourquoi? Parce que le plan P1 n'est plus un plan de symétrie géométrique. Et le plan P2, c'est un plan orthogonal à ce plan en rouge. Alors, P2 est un plan, cette fois-ci, d'antisymétrie. Mais, pour le champ E, Pi est un plan de symétrie pour le champ B, et P2, qui est perpendiculaire à ce plan, P avec P2, est un plan d'antisymétrie, mais pour le champ électrique E. Et on a dit tout à l'heure que le champ E est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Voilà le plan d'antisymétrie. Donc le vecteur qui est perpendiculaire à ce plan, c'est UY. Alors on peut en déduire que E est suivant la composante UY, puisque UY est perpendiculaire à ce plan. D'accord? Et P2 est un plan d'antisymétrie pour le champ E. Alors E est perpendiculaire à ce plan. Donc il est parallèle au vecteur normal UY. Je passe à l'autre question, à la dernière question, je pense. Par le calcul de la circulation du champ E sur un contour convenablement choisi, déterminer l'expression du champ électrique E, donner G, la densité volumique correspondante, et tracer le graphique de la variation de l'amplitude. Donc, on va utiliser la relation de Maxwell-Faraday, rotation de E, c'est moins la dérivée de B par rapport au temps. Et j'intègre sur une surface, par exemple, quelconque. Une surface quelconque. Voilà, S. Donc, j'intègre sur une surface rotationnelle de E ds
c'est moins l'intégrale de la dérivée de B par rapport au temps ds. D'après le théorème de Stokes, une intégrale sur une surface S se réduit à une intégrale sur un contour gamma qui délimite cette surface. Alors, c'est rotationnel de CE, d'après Stokes, E dl. Gamma dl, c'est un élément infinitésimal de ce contour gamma qui délimite la surface S. Voilà la surface S, voilà le contour gamma délimitant la surface S. Également, la dérivée de B par rapport au temps ds. Donc, on doit choisir convenablement un contour gamma, puisque le champ E est suivant Y, donc on va choisir un contour rectangulaire. D'abord, on calcule ici le champ YE dans la plaque. Alors, je prends un point M de côte Z. Voilà. Donc, voilà le contour que je vais choisir. Soit je choisis ce contour, ce segment est repéré par la côte Z, et ce segment est repéré par la côte moins Z. Ici, c'est le point M, et ici, c'est son symétrie inclinée. D'accord? Je dois l'orienter, mais ici, il faut faire attention quant à l'orientation. Pourquoi? Parce que si j'oriente mon contour dans ce sens, alors je vais induire un sens positif de la surface S. Si par exemple je l'oriente ainsi, alors je vais induire un sens positif de la surface S, qui est dirigé vers nous. Voilà. C'est-à-dire suivant UX. Donc je peux écrire ds, voilà la surface S, c'est la norme pour un vecteur normal, mais qui est dirigé vers nous. On utilise la règle de tire-bouchon. D'accord? Alors je vais induire un sens positif de la surface qui est dirigé vers nous. Donc c'est UX. Ici, je l'oriente dans le sens inverse. Alors je ferme la bouteille. Donc je vais induire un sens positif qui transperce le tableau. C'est-à-dire, dans le cas contraire, ds c'est ds fois le vecteur moins ux. D'accord? Voilà ux et voilà moins ux. Donc, je partage cette intégrale en 4 parties sur le segment AB, BC et CD. Donc, c'est E dl sur le segment AB plus E dl sur le segment BC plus E dl sur le segment CD plus E dl sur le segment DA égale moins la dérivée de B par rapport au temps. La dérivée de B, c'est moins B0 oméga sinus oméga t ux. D'accord? Et le signe moins qui est déjà présent ici, ça fait plus. Donc c'est B0 oméga sinus oméga t. Il est porté par ux. Fois ux. Fois ds. ds, c'est, je l'oriente ainsi, alors je vais induire un sens positif vers nous, ux. Alors c'est ds fois ux. E à travers le segment AB. Voilà le segment AB. E ne dépend que de Z. Alors ici, Z reste constante. Donc le champ électrique E à travers AB reste constante. Donc je peux la faire sortir. Donc ça va faire E de côté Z. Le champ électrique E est de côté Z. Fois ddl. L'intégrale de ddl, un élément infinitésimal, voilà ddl. L'intégrale de cet élément, c'est AB. Donc ça va faire moins AB. AB, je prends AB égale H. Donc c'est moins H
UY. Le vecteur AB est de sens opposé à celui de l'axe OY. ED est ici, dans ce segment AB, BC. Voilà E, il peut être dans ce sens comme il peut être dans l'autre sens. Puisque le champ magnétique B est variable, il peut prendre des valeurs positives comme il peut prendre des valeurs négatives. Donc il change, à chaque fois il change de signe. Donc de toute façon, B est suivant UX. Le champ E est suivant UY. D'accord? Donc ici le champ E et BC sont perpendiculaires. Alors leur produit scalaire c'est 0. Plutôt ici. EDL à travers CD. Voilà CD. Donc le champ E est calculé lorsque Z égale moins Z. D'accord? C'est Z', E à Z'. E reste constante à travers ce segment. Donc je peux la faire sortir. C'est E moins Z. Scalaire dl. dl, voilà. C'est CD fois Y. CD, c'est H. Y. E dl, à travers ce segment, voilà E, voilà dl, sont perpendiculaires, alors le produit scalaire est V. Donc, égal. Ici, je peux faire sortir B0 oméga sinus oméga t, puisque cette expression ne dépend pas des variables de l'espace x, y, z. Ux scalaire x, ça va faire 1. Donc, c'est B0 oméga sinus oméga t, l'intégrale du ds. J'intègre sur la surface ds. Oméga t. T ne dépend pas de x, y. Alors, le champ E, c'est EY, Z scalaire fois UY, moins H, UY. E moins Z, c'est moins E de Z, fois H, c'est moins UZ, UH, c'est moins U, Y, Z, UY, fois H, UY, égale B0, oméga, sinus, oméga t. L'intégrale de ds, c'est S. C'est la surface de ce contour. Et la surface de ce contour, c'est le produit de ces deux côtés. CD fois AD. CD, c'est H. Fois cette longueur, c'est 2Z. Ici, Z est positif. Moins Z est négatif. Y scalaire Y, c'est 1, donc il reste EY de Z, moins, ça fait moins 2 fois H, moins EY Z fois H, égale B0 oméga sinus oméga t fois H de Z. Donc, c'est 2 EY, je simplifie par H, et par 2. Donc, ça fait moins B0 oméga sinus oméga t fois Z. Donc, le champ E, c'est moins B0 oméga sinus oméga t fois Z fois le vecteur Y, puisque le champ électrique E est porté par UY. On nous demande de calculer l'expression du vecteur G. D'après la loi d'Ohm locale, G égale comment E. Donc G, c'est moins gamma fois E. B0 oméga sinus oméga t fois Z U, Y. Voilà l'expression de G. Et la dernière question, on nous demande de tracer l'amplitude de G. Donc l'amplitude de G, c'est-à-dire l'amplitude
maximale lorsque sinus oméga t prend la valeur moins 1. D'accord? Pour que je prenne une valeur maximale, il faut remplacer sinus oméga t par moins 1. Donc G0 c'est gamma B0 et l'amplitude est toujours positive. Donc c'est gamma B0 oméga sinus, plutôt sinus va prendre la valeur moins 1 fois Z. Et je dois mettre la valeur absolue puisque le module de G0 est toujours positif. Donc je trace G0 en fonction de Z, sachant que le champ électrique E est calculé dans la plaque, c'est-à-dire Z est évalué entre moins 1 sur 2 et 1 sur 2. Voilà le domaine de définition de Z. Donc, je prends Z égale 0, G0, ça va faire 0. Voilà le premier point. Et ceci est une droite affine qui s'écrit de la manière suivante. A, c'est une constante, fois une valeur absolue de Z. Donc, je prends Z égale 0, G0 égale 0. Voilà, premier point. Pour Z égale A sur 2, donc G0, A sur 2, G0 c'est gamma, B0 oméga, Z c'est A sur 2. Donc voilà le deuxième point. Et j'interpole ces deux points, puisque linéairement, puisque la fonction est une fonction linéaire. Donc pour Z égale moins 1 demi. Pour Z égale moins 1 demi, je retrouve la même valeur, puisque la valeur absolue de moins 1 demi c'est A demi. Donc je retrouve la même valeur. Voilà le graphique de l'amplitude maximale G0 en fonction de Z. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.